Bonjour à tous, je suis Pierre Chapon, je suis l'un des deux cofondateurs de Preto. Preto qui est un courtier en crédit immobilier en ligne. Je suis ravi de passer une heure avec vous ce soir pour parler de l'environnement du prêt immobilier et de l'impact sur la question importante, est-ce que c'est le bon moment pour acheter actuellement? On prend encore quelques minutes pour accueillir ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rejoint cet événement. J'en profite déjà pour vous dire qu'en fin d'événement, on prendra le temps de répondre à des questions, certaines qu'on a déjà reçues en amont de l'événement et certaines que vous pouvez poser pendant la présentation. Dans l'onglet questions, on a une équipe, on a Marie, Baptiste, Michael, qui vont analyser vos questions et qui les feront remonter pour que je puisse y répondre autant que possible en fin de présentation. Il est bientôt presque 18h05, du coup, je propose qu'on démarre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va d'abord faire un petit état des lieux du marché, de la politique des banques actuelles sur le financement immobilier, sur les taux. C'est particulièrement intéressant en ce début d'année 2021 qui suit une année 2020 qui a été très mouvementée sur notre marché. Ensuite, on se posera la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Évidemment, pas mal d'entre vous sont dans la préparation d'un projet, donc c'est une question évidemment importante. Ensuite, on descendra à un niveau un petit peu pratique sur des conseils pour optimiser son projet. Et enfin, comme je l'ai dit, on balayera des questions qu'on a reçues soit en amont de l'événement, soit pendant l'événement. Questions que vous pouvez ajouter dans l'onglet « Questions ». Tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur Preto. Preto, on est une plateforme qui permet d'obtenir le meilleur crédit immobilier de manière personnalisée. Quelques points marquants de ce qu'on propose. On a un courtier 100% digital qui permet de simuler son prêt de manière libre, anonyme et gratuite et d'avoir la visibilité sur est-ce que mon projet est faisable ou pas et à quel taux en quelques minutes sur notre plateforme. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui font cette simulation. Tous les mois, c'est plus de 60 000 simulations qui sont faites. Ensuite, l'autre point clé du service Preto, c'est un expert qui est dédié pour chaque client et qui suit chaque client à distance avec beaucoup de contacts téléphoniques, des SMS, des mails tout au long du processus. Et enfin, on a une promesse évidemment très importante quand il s'agit du crédit immobilier. On s'attache pour chaque client à trouver le meilleur taux, la meilleure offre. Et pour ça, on optimise la recherche parmi plus de 50 banques partenaires sur tout le territoire français. Où en est le marché en ce début d'année 2021? Il est plutôt très bien orienté. Après une année 2020 qui a été assez compliquée, le marché en 2021 montre de très bons signes, que ce soit sur l'aspect taux ou l'aspect critères d'octroi. Au niveau des taux, déjà, si on prend un petit peu de recul, on est à des taux qui sont très bas depuis déjà maintenant très longtemps. Ça fait plus de 5 ans que les taux sont sous les 2%. C'est du jamais vu des taux aussi bas. Et en particulier, en ce début d'année 2021, les taux sont même passés sous les plus bas historiques qu'on avait connus en fin 2019. En février 2021, on est encore plus bas que les taux qui étaient observés fin 2019. Donc précisément, au niveau des taux moyens, on est à peu près un tout petit peu au-dessus de 1% sur les taux moyens. Là, on parle des taux sur 20 ans. Sur notre site internet, on a une page dédiée qui permet d'observer des statistiques sur les taux immobiliers sur les différentes durées. Mais si on prend l'exemple des taux sur 20 ans, on est sur des taux moyens à peine
à plus de 1% et des meilleurs taux qui descendent significativement sous les 1%. C'est du jamais vu et c'est ce qui alimente beaucoup la demande sur le marché de l'immobilier. Ça, c'était pour les taux. Autre point très, très important, au moins aussi important que les taux, ce sont les critères d'acceptabilité que pratiquent les banques. Pour rappel, en 2020, les critères se sont durcis suite à des recommandations du HCSF, qui est un organe lié à la Banque de France. Donc, c'est le régulateur français qui avait imposé des restrictions, notamment sur le taux d'endettement. On a beaucoup parlé de cette restriction du taux d'endettement à 33%. Eh bien, pour 2021, cette même instance, le HCSF, est venue assouplir ces recommandations. Le taux d'endettement maximum passe de 33 à 35%. Ça peut paraître petit, mais c'est assez significatif dans pas mal de cas. Ça permet à bon nombre d'emprunteurs de voir leur projet se réaliser. Par ailleurs, la durée maximale d'emprunt pour le neuf ou en cas de travaux est passée de 25 à 27 ans. Et la marge de manœuvre pour les banques est passée de 15 à 20%. Cette marge de manœuvre, ça correspond à la part des dossiers que les banques ont le droit d'octroyer qui n'appliqueraient pas ces critères. Donc, par exemple, une banque, elle peut financer 20% de sa production de crédit avec des taux d'endettement, par exemple, supérieurs à 35%. Autre point important, on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, mais c'est un sujet aussi intéressant parce que les taux de crédit sont très bas en ce moment. Il y a un intérêt pour un bon nombre de Français de se pencher sur la question du rachat. En 2020, le rachat était contraint par les mêmes règles de taux d'endettement, c'est-à-dire si on voulait faire racheter son crédit, si le nouveau projet de rachat présentait un taux d'endettement supérieur à 33%, eh bien, ce n'était pas possible. Maintenant, la règle a été assouplie. On peut faire des rachats qui dépassent le taux d'endettement de 35% si le taux d'endettement après le rachat est inférieur au taux d'endettement avant le rachat. Autrement dit, si du fait du taux plus intéressant, ça permet de baisser un petit peu la mensualité, alors on va pouvoir faire passer le crédit, même si le taux d'endettement est supérieur à 35%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc au global, des taux très bas, plus bas que les plus bas historiques, et des critères d'octroi qui se sont plutôt assouplis par rapport à 2020. Au niveau des prix de l'immobilier, ce qu'il faut voir, avant de parler des prix déjà, la demande sur le marché de l'immobilier, elle est très soutenue. On est au niveau du nombre de transactions immobilières sur l'année 2020 à presque 1 million de transactions sur le marché français. C'est en légère baisse comparé à l'année précédente, 2019, qui avait dépassé le million de transactions, mais c'était une année historiquement haute en termes de volume de transactions en 2019. Donc la baisse, compte tenu de tout ce qui s'est passé, des confinements qui empêchaient de faire des visites et aussi empêchaient parfois d'obtenir des financements parce que les banques étaient un petit peu à l'arrêt sur certaines parties de 2020, en particulier au moment du premier confinement. On a finalement un marché de l'immobilier qui a très très bien tenu parce que la baisse en nombre de transactions s'est limitée à autour de 5%. Au niveau des prix, donc nous on n'est pas des spécialistes des prix de l'immobilier, mais évidemment on le regarde et on se documente. Les prix de l'immobilier ont continué de monter en 2020. Au global, une hausse sur tout le marché français de plus de 2%. Et évidemment, les observateurs du marché se posent la question de la tendance pour 2021. À titre d'exemple, Meilleurs Agents, qui est une source qui fait pas mal référence sur le marché pour les études de prix immobiliers, ont fait une estimation, en tout cas ont donné une orientation pour 2021. Ils anticipent une très légère baisse de 1% sur l'année,
autant dire un marché plutôt plat, plutôt stagnant, qui fait suite à plusieurs années de hausse. De manière très actuelle, si on se pose la question où va le marché, en particulier des taux immobiliers, les taux immobiliers ils sont impactés par grosso modo deux choses. La volonté des banques d'être actives dans la captation de clients. Donc ça, c'est lié à la concurrence entre les banques et leur stratégie propre, mais aussi le coût de financement pour ces banques pour leur permettre de faire des crédits immobiliers. Et donc, il y a un indicateur qu'on regarde pas mal pour essayer d'anticiper les taux immobiliers dans le futur, c'est les taux directeurs au niveau des banques centrales et aussi au niveau des emprunts d'État, et en particulier l'emprunt d'État français. Il y a un type d'emprunt qui s'appelle l'OAT qu'on regarde, qui impacte directement la manière de se refinancer des banques françaises. Au cours de l'année 2020, il avait fortement baissé à partir de mars-avril jusqu'à la fin de l'année. Et là, depuis début 2021, il reste très bas, il reste en territoire négatif, mais il a remonté au niveau qu'on connaissait en juin 2020. Et par ailleurs, on observe, les grands observateurs de la situation économique mondiale et européenne identifient des signes de légère remontée de l'inflation, ce qui, en général, amène une remontée des taux directeurs. Néanmoins, la remontée de l'inflation, elle est encore très faible et elle est loin du seuil que se fixe le régulateur européen, la Banque centrale européenne, de 2%. Donc en conclusion, et je prends quand même des précautions parce qu'on n'est pas des économistes, on essaie juste de résumer un petit peu les indicateurs qui existent sur le marché. En résumé, on a une remontée assez légère des taux directeurs, précisément de l'emprunt d'État OAT, qui va avoir une conséquence sur les taux immobiliers. On va observer dès le mois prochain, très probablement, une remontée dans certaines banques assez modérée des taux immobiliers. On voit déjà quelques banques ces derniers jours nous annoncer des remontées de 0,1% sur leur grille de taux. Certaines banques qui, par ailleurs, ne bougent pas leur taux, donc c'est encore très, très modéré. Et on ne s'attend pas à une remontée plus accentuée que cela, parce qu'au niveau global, il n'y a aucun signe de remontée franche de l'inflation qui amènerait la Banque centrale européenne à augmenter nettement, à aller dans une politique d'augmentation des taux. Donc, en résumé, des taux qui vont rester très, très attractifs encore pendant plusieurs mois, sachant que, pour rappel, on est au niveau des plus bas historiques, même s'il y a une remontée légère de 0,1, 0,2% dans les prochains mois, on reste avec des conditions d'emprunt qui sont historiquement basses. Et donc, ça devrait continuer de nourrir les capacités des acheteurs à se positionner sur les biens immobiliers. Pour rappel, évidemment, là, j'ai parlé des taux et des conditions d'octroi de manière générale, mais la vocation de Préto, et en particulier du simulateur qui est sur notre plateforme, c'est de permettre à chacun de venir librement, gratuitement et anonymement évaluer le taux qui est applicable à sa situation et d'évaluer si un projet très particulier est faisable ou pas, serait accepté par les banques ou pas. Et ça peut se faire très, très simplement sur notre simulateur, sur app.preto.fr. On a mis quelques visuels sur cette page-là qui vous montrent que vous avez la possibilité de rentrer vos informations, de simuler plusieurs scénarios, de jouer avec des curseurs sur les durées, les apports,
et de voir ce qui passe pas, l'impact sur les taux. C'est assez plaisant de jouer avec ça quand on s'intéresse à un projet immobilier. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Continuez, on fera le tri et on répondra à la fin de la présentation. Quelles conséquences pour les acheteurs de ce contexte de marché? Les banques, comparées à ce qui s'est passé en 2020, sont plus flexibles dans leur octroi, dans leur acceptation de prêts immobiliers, à la fois sous l'impulsion du régulateur qui assouplit ses règles, mais aussi parce que elles ont finalement la situation économique, même si elle est encore incertaine, finalement on a une situation compliquée liée à la crise sanitaire, mais à laquelle tout le monde s'habitue, y compris les banques. Et donc, elles ont fait des plans d'acquisition de clients, elles vont de l'avant. Et donc, on a des banques qui sont très présentes sur l'acceptation de dossiers en ce début d'année. Sur la courbe qu'on voit ici, on fait apparaître l'indice créé par Préto qu'on appelle l'indice de finançabilité, qui compare les demandes qu'on reçoit sur notre simulateur et la faisabilité indiquée par les critères des banques. Et donc, très très schématiquement, sur 100 demandes, si on a 70 qui passent les critères, on établit un indice de finançabilité à 70%. Et sur cette courbe, on voit l'évolution de cet indice tout au long de l'année 2020 et au début de 2021. Ce qu'on observe, c'est que depuis le milieu de l'année 2020, cet indice progresse lentement mais sûrement, et on retrouve les niveaux qu'on avait avant la mise en œuvre des recommandations du HCSF de 2020 et avant le durcissement qui est apparu au niveau du premier confinement, là où les banques se sont un petit peu mis en hibernation. Et on voit que ça progresse pour tous les types de projets, y compris les résidences secondaires et les résidences locatives. Alors, ça ne veut pas dire que les conditions d'octroi sont exactement les mêmes que celles qu'elles étaient à l'époque. On va y revenir, hein, notamment les banques demandent un petit peu plus d'apport. C'est le cas notamment sur le locatif. Mais ce que cela montre, c'est aussi que finalement les emprunteurs ont aussi intégré ces nouvelles demandes des banques et d'emblée formule un projet qui maintenant correspond, en tout cas correspond à peu près dans les mêmes proportions à ce qu'on voyait début 2020 aux attentes des banques. Donc, je vous l'ai dit, à la fin de 2020, le HCSF, donc ce régulateur français, a assoupli les critères d'octroi imposés aux banques. Et nous, on a essayé d'estimer un petit peu l'impact sur les ménages français qui redeviennent finançables, alors que dans le contexte de 2020, avec des critères plus stricts, ne l'étaient pas. On avait évalué avec les critères de 2020 à un peu moins de 100 000 ménages, 95 000 qui devenaient exclus du crédit immobilier en raison de ces critères plus restrictifs. Et ce qu'on a évalué grâce à des simulations, c'est qu'à peu près 2/3 de ces 95 000, avec ces nouvelles règles, redeviennent finançables. Donc, l'impact est très, très significatif. Finalement, on a seulement 1/3 de ces ménages qui demeurent non finançables. On rattrape une bonne partie de ce qui avait été plus compliqué en 2020 en cette année 2021. Par ailleurs, pour les ménages qui pouvaient de toute façon emprunter, on s'est posé la question, ces critères finalement, quel impact ont ces critères sur le budget des ménages? Donc le fait de pouvoir emprunter non plus avec un taux d'endettement à 33%, mais
à 35%. Par exemple, pour un foyer dont le revenu mensuel s'élève à 4 000 euros par mois net, eh bien, c'est un excédent de budget, un budget supplémentaire pour acheter de 20 000 euros si on prend un exemple de bien autour de 300 000 euros. C'est plus 20 000 euros de budget, ce qui est plutôt significatif. Et si c'est dans le neuf, si on cumule le fait que maintenant il est possible d'emprunter non plus à 33 mais à 35, mais dans le neuf, il est aussi possible d'emprunter sur 27 ans et non plus sur 25 ans, là c'est 20 000 euros de plus qui s'ajoutent au budget. Et donc ça fait un excédent de budget comparé à ce qui était possible de faire en 2020 de 40 000 euros, toujours pareil sur un projet entre 300 et 350 000 euros. Donc, c'est significatif, hein, c'est presque 10% dans le cas du neuf et c'est un petit peu moins de 5% dans le cas de l'ancien, un petit peu plus de 5% pardon, dans le cas de l'ancien. Donc, c'est significatif. Ensuite, on en vient à la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Alors évidemment, c'est une question dont la réponse est toujours assez personnelle. On va distinguer le cas de la résidence principale d'abord, puis celui de la résidence de l'investissement locatif. Alors, la résidence principale, pour faire très simple, quand on a de la visibilité à assez long terme sur sa localisation, sur son besoin en surface, c'est jamais un mauvais plan d'acheter sa résidence principale. En ce moment en particulier, les taux sont historiquement bas. Donc même si ça remonte de 0,1, 0,2 dans les mois qui viennent, de toute façon, demandez à vos parents l'argent qui est payé à la banque au titre des intérêts, c'est assez dérisoire comparé à ce qui était fait il y a 10, 15, 30 ans. Donc c'est très, très avantageux de s'endetter. On a des banques qui prêtent, donc on a des possibilités de financement qui sont fortes actuellement. Et il y a deux points que je veux mettre en valeur aussi sur la résidence principale. Déjà, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value quand on revend. C'est assez rare dans la gestion de notre patrimoine en général, le fait de ne pas avoir d'imposition, donc c'est important à avoir en tête. Et un autre point qui est souvent pas beaucoup pris en compte par les porteurs de projets, c'est le fait que d'acheter sa résidence principale va automatiquement nous faire souscrire à une assurance emprunteur, et c'est un moyen très très efficace de protéger sa famille. Une assurance emprunteur, ça se traduit dans des cas malheureusement d'accident de la vie ou de drame, où l'un des parents d'une famille, par exemple, décède ou est dans une situation d'invalidité qui l'empêche de travailler. Eh bien, l'assurance va venir rembourser tout ou partie du crédit, avec pour conséquence d'avoir un toit finalement sans crédit pour la famille, ce qui peut vraiment changer la donne pour ensuite la vie de son foyer après un accident de la vie de ce type. Ça finalement, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de prix comparé à rester locataire. Si on reste locataire et qu'il nous arrive quelque chose, eh bien notre famille, elle n'est pas protégée. Ensuite, concernant l'investissement locatif, alors l'investissement locatif dans un... Ça, c'est une conviction personnelle. Quand on investit dans le locatif, on bénéficie de l'effet de levier. Il y a très très peu d'investissements qui permettent, il y en a peut-être même presque aucun autre, qui permet de bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire de s'endetter pour acheter un bien. Donc, quand on achète bien,
et en particulier dans l'ancien. Dans le neuf, il faut faire un petit peu attention parce que les prix peuvent être assez élevés pour les investissements locatifs dans le neuf. Mais quand on achète intelligemment dans l'ancien, dans des zones où il y a de la demande locative et qu'on fait jouer l'effet de levier, alors même si on met un petit peu d'apport, l'effet de levier, ça peut permettre de financer 90% par exemple du projet. Il y a assez peu de doutes sur l'intérêt de long terme. Par ailleurs, on peut toujours se poser la question de l'impact de la crise sanitaire sur les prix de l'immobilier, mais l'impact de la crise, il va aussi être sur d'autres classes d'actifs. On a des marchés financiers qui sont au plus haut. Je ne suis pas un spécialiste, mais entre investir dans des actions alors que les marchés sont au plus haut actuellement et que le monde est quand même dans une situation d'incertitude assez importante, en comparaison, acheter un bien qu'on va mettre en location à un loyer abordable dans une zone où il y a pas mal de gens qui veulent vivre, on peut quand même se rassurer sur le fait que sur le moyen terme, c'est quelque chose qui va constituer un patrimoine. Et donc, pouvoir faire un investissement locatif quand on a une vision de moyen terme, les prix peuvent baisser sur les 5 prochaines années, mais sur la globalité du projet, quand on a un locataire qui, pendant 20 ans, aura payé notre bien, eh bien, c'est quand même un moyen très, très efficace de constituer un patrimoine. Les banques sont plus regardantes en ce moment sur l'investissement locatif, en particulier sur les règles de calcul de taux d'endettement. C'était plus flexible jusqu'à 2019. Notamment pour les multi-investisseurs locatifs et aussi sur le côté apport. Maintenant, on demande presque systématiquement l'apport au moins des frais annexes, frais de notaire, frais de garantie. Mais on peut quand même financer à 90% un bien. Donc, ça reste, selon nous, très, très intéressant. On en vient maintenant au conseil. Donc, conseil pour préparer son dossier. 35% d'endettement maximum. Pour cela, il y a pas mal de choses à optimiser potentiellement. Le calcul de ses revenus, c'est très important. Quand on a des revenus peut-être de sources diverses ou des revenus qui peuvent être un petit peu variables, bien comprendre la manière avec laquelle les revenus vont être analysés par les banques, c'est très important. Ensuite, quand on a des crédits en cours, la gestion de ces crédits peut être déterminante pour optimiser le taux d'endettement. En particulier, si on a un crédit pour lequel il reste seulement quelques années, on peut soit le solder en utilisant une partie de notre épargne, ce qui permet d'annuler la charge et vraiment d'optimiser fortement le taux d'endettement, ou bien si on ne peut pas le solder, on peut le lisser, c'est-à-dire faire en sorte que la mensualité du nouveau prêt qu'on va mettre en place vienne épouser la forme du prêt en cours, c'est-à-dire avec une mensualité plus faible, le temps que le prêt en cours perdure, et ensuite une mensualité qui augmente quand le prêt en cours se termine. On peut aussi les faire racheter, les allonger, les moduler. C'est quelque chose qui se regarde en détail avec un conseiller, par exemple chez Préto, mais vous pouvez vous pencher aussi sur la question de votre côté. Autre point important, avec ces règles qui sont devenues plus strictes sur l'endettement, les banques étudient plus favorablement des cas où, si on a une visibilité sur une augmentation de nos revenus, alors on peut mettre en place un prêt à palier, c'est-à-dire avec une mensualité qui augmenterait au cours des années à venir. C'est le cas en particulier pour des étudiants en médecine qui voudraient devenir propriétaires. Là, une banque, elle peut prendre en compte la grande visibilité sur les étapes à venir de promotion interne, chef de clinique, ce genre de choses. Mais il y a plein d'autres cas. Ça peut être une option quand on a une visibilité sur une augmentation de ses revenus. Enfin, l'autre point important pour bien préparer son projet, c'est vraiment de prévoir un apport. Alors, je sais qu'il y a des questions assez nombreuses sur est-il possible de toujours emprunter sans apport.
c'est pas complètement impossible, mais on met vraiment pas les chances de son côté pour optimiser les conditions. Donc, nous, notre recommandation, c'est de mobiliser les frais annexes, c'est-à-dire tout le prix du bien peut être financé, mais les frais annexes, frais de notaire, frais de garantie, les apporter en apport. Et pour accéder aux taux les plus bas, là, il faut considérer que, comme une règle un petit peu schématique, soit on monte à 20% d'apport, soit on met 10% d'apport, mais on montre à la banque qu'il nous reste au minimum 10% d'épargne sur le côté. Et ça permet vraiment de tirer les taux vers le bas. Par ailleurs, donc ça, c'était les aspects un peu visibles, formels de son crédit. D'autres points à prendre en compte, faut montrer à la banque qu'on a une situation de revenus stable, donc c'est-à-dire des revenus stables, mais aussi des charges et des dépenses qui ne montrent pas des gros imprévus. Notamment, les banques regardent la tenue de compte, c'est-à-dire elles épluchent les relevés de compte pour savoir si les gens sont à découvert ou si il y a des prêts, par exemple des petits prêts consommation qui pourraient indiquer des dépenses non prévues. Ce sont des signaux qui desservent un dossier. Donc, il est important de préparer son dossier assez en amont si on a ce genre de choses sur ses relevés de compte, pour se laisser 3 mois de relevés de compte qui seraient propres, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne font pas apparaître de découvert ou qui ne font pas apparaître des crédits consommation qui ne seraient pas construits dans un budget sérieux. Un autre exemple, si on a par exemple du jeu sur Internet ou des paris en ligne, ce genre de choses, ça peut desservir le dossier parce que dans l'esprit d'un banquier, ça peut indiquer une gestion de son budget pas très, un petit peu à l'inverse de ce que le banquier peut appeler une gestion en bon père de famille. Par ailleurs, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'un banquier octroie un crédit en souhaitant acquérir un client, construire une relation avec un client, et c'est en montrant que on veut bien jouer le jeu de ce qu'on appelle les contreparties, qu'on aura un banquier qui sera motivé pour bien faire aboutir notre projet dans des bonnes conditions. Donc, ça veut dire domicilier un petit peu d'épargne, c'est parfois pas grand-chose, hein, c'est déplacer le PEL ou le livret A d'une banque à une autre, domicilier ses comptes, évidemment, ses comptes personnels, mais parfois, si on est professionnel, expliquer que en l'échange de très bonnes conditions de taux, on est prêt à domicilier aussi les comptes de notre société, de notre commerce. Ça peut être très, très attractif pour le banquier et il peut faire de beaux efforts derrière. Et de manière générale, c'est important de bien présenter, de bien expliquer son projet dans un contexte où les conditions sont quand même un petit peu plus resserrées que ça pouvait l'être jusqu'à il y a 18 mois. Il ne faut pas se griller auprès des banques, c'est-à-dire utiliser une banque qui pourrait être la bonne banque pour financer son projet, mais lui présenter un dossier mal ficelé. Finalement, c'est prendre le risque que cette banque, même si on la réinterroge derrière avec un dossier mieux ficelé grâce à un courtier, par exemple, c'est prendre le risque que cette banque, finalement, n'accepte pas du tout le dossier. Donc, c'est important de bien préparer, de bien ficeler son dossier. Quelques mots sur l'assurance emprunteur. Comme on l'a dit, on a des niveaux de taux qui sont historiquement bas. Conséquence, la part dans le coût d'un projet qui est représenté par l'assurance emprunteur, elle est très, très importante. C'est évidemment très variable en fonction des projets, en fonction des typologies de projets, en fonction de l'âge des emprunteurs, mais ça peut représenter la moitié. C'est assez classique que ça représente, par exemple, la moitié du coût du financement. Du coup, c'est un sujet sur lequel il faut se pencher, et pas seulement sur le volet prix, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'assurance emprunteur, c'est un moyen très, très efficace de protéger sa famille
Et on peut s'en remercier dans le cas d'accidents de la vie qui pourraient arriver dans le futur. Donc, l'important, c'est de bien se pencher sur le rapport qualité-prix. Notamment, on est amené à choisir est-ce qu'on veut une couverture à 50% sur chaque emprunteur ou à 100% sur chaque emprunteur. C'est des choix qui sont très, très importants. Il y a aussi des exclusions en fonction des différents contrats d'assurance. Par exemple, il va y avoir des contrats d'assurance qui ne pourront pas fonctionner si vous avez un accident en faisant tel type de sport. Donc, c'est très important, si vous pratiquez tel type de sport, de bien vous pencher sur ce type de clause-là pour ne pas avoir payé une assurance et pour ensuite se voir dire qu'elle ne fonctionne pas parce qu'on est dans le cadre d'une exclusion. Donc, il y a énormément de contenu pour explorer ce sujet-là. Et chez Préto, on est aussi courtier en assurance emprunteur. Et donc, on est ravi de vous conseiller aussi sur le choix de l'assurance. Important aussi, on a parlé de la nécessité de bien ficeler son dossier auprès de la banque, mais en amont de cela, il est très, très important de montrer, quand on se positionne sur un bien, de montrer au vendeur, à l'agent immobilier, qu'on est sérieux dans notre projet et qu'on a un dossier qui tient la route. C'est en particulier très important dans le contexte actuel parce qu'on sort d'une année 2020 où les banques ont été beaucoup plus regardantes sur les dossiers et donc il y a eu pas mal de refus. Du coup, on a des agents immobiliers, des vendeurs qui ont vu des projets en 2020 capoter à cause du refus de financement des candidats acheteurs. Et donc, on a un niveau d'exigence au niveau des vendeurs et des agents immobiliers qui a augmenté. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de constituer un pré-dossier auprès d'un acteur comme Préto. Il y en a d'autres qui proposent ce genre de service. C'est gratuit, normalement. En tout cas, chez Préto, c'est gratuit. Et comme ça, nous, on édite une attestation de faisabilité avec le bon budget et on le fait en s'étant penché réellement sur le dossier, en ayant fait une découverte de votre contexte et en ayant visé un certain nombre de documents pour pouvoir vraiment fournir un avis de faisabilité fiable. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment faire la différence, en particulier dans les zones tendues, et il y en a pas mal. On en a fini pour la partie présentation. Du coup, on va maintenant, il nous reste une vingtaine de minutes pour balayer certaines questions. Donc, je vais commencer par des questions qui avaient été adressées en amont de cet événement. Je commence par une question d'Alain. Donc, il y a certaines questions qui débordent un petit peu sur le sujet de l'immobilier, d'autres qui se focalisent sur le sujet du financement. Donc, parfois, on va vous donner des réponses plus ou moins appuyées en fonction de notre expertise. Donc, la question d'Alain, c'est je suis intéressé par un investissement dans le co-living et j'aimerais savoir si la transformation de bureaux en locaux commerciaux ou locaux commerciaux en surface habitable est favorisée ou compliquée par des démarches administratives. Alors déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans un projet qui implique une conversion entre un local commercial, de local commercial à local d'habitation, pour financer ce bien-là, on va effectivement devoir prouver à la banque que la conversion a de bonnes chances d'aboutir. Et donc, effectivement, il va falloir engager des démarches pour avoir une préacceptation de cette conversion avant de pouvoir obtenir le financement. Et la difficulté pour faire cette conversion, elle va largement dépendre de la ville dans laquelle on se trouve. C'est quelque chose qui s'établit au niveau municipal et l'équilibre entre les bureaux et les habitations
et la tension de chaque côté varie énormément d'une ville à l'autre. Donc, il faut se renseigner spécifiquement auprès de la ville. Et là, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel qui l'a fait plusieurs fois, cette conversion de bureau en habitation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Ensuite, il y avait une question d'Élodie sur la possibilité d'acheter sans apport. Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, à quelles conditions? Alors, comme je l'ai dit, c'est plus compliqué qu'il y a 18 mois, mais il y a encore, c'est pas impossible. C'est pas impossible sous certaines conditions. Déjà, si on a de l'épargne, un petit peu d'épargne qui peut rester de côté, même si on ne veut pas la mettre comme apport parce qu'on veut une épargne de précaution, le fait d'en avoir un petit peu, c'est vraiment un signe positif qui peut indiquer au banquier que c'est raisonnable de prêter sans apport. Autre point qui va être regardé, c'est ce qu'on appelle le saut de charge, c'est-à-dire la comparaison entre la mensualité du crédit qu'on est en train de solliciter et le loyer qu'on payait avant en tant que locataire. Si on demande un prêt sans apport et avec une mensualité qui correspond par exemple à 1 000 € et que notre loyer avant c'était seulement 600 €, donc c'est 400 € de plus, et qu'on n'a pas d'épargne à côté, le banquier il va se dire en fait, avant, votre charge pour votre logement, c'était que 600 €, et maintenant, vous me demandez de vous faire confiance pour 1 000 € et vous avez très peu d'épargne à côté. Comment vous allez faire pour trouver ces 400 €? Donc, à l'inverse, si quelqu'un avait un loyer de 1 000 €, il a en plus de l'épargne, un petit peu d'épargne à côté, et la mensualité à venir dans le prêt qui est sollicité, c'est 900 ou 850 €. Là, le saut de charge, il est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va être plus facile de rembourser que le loyer d'avant. Donc, dans ce cas-là, ça peut être un point très positif pour argumenter, pour obtenir un prêt sans apport. Et par ailleurs, la gestion de compte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être très important. Donc, pour résumer, ce n'est pas impossible, mais les banques sont beaucoup plus prudentes qu'avant quand même. Alors ensuite, il y avait une question de Jean-Paul sur les taux. Est-ce que les taux sont encore bas en ce moment? Oui, ils sont très bas. Ils sont au niveau des plus bas historiques. On s'attend à une légère remontée dans les mois qui viennent, mais ça va de toute façon rester très proche des plus bas historiques, donc ça va rester très, très attractif. Ensuite, une question deux questions que j'enchaînerai de Baby. L'augmentation du taux d'endettement de 33 à 35% est-elle bien une règle appliquée par tous les établissements financiers? La réponse, c'est oui. Alors, strictement parlant, à l'instant où on se parle, il reste peut-être quelques banques qui ne l'ont pas encore mis en œuvre, mais c'est en train d'être généralisé. Toutes les banques vont s'y mettre. Donc, si jamais vous êtes confronté à une banque qui vous oppose à un 33%, vous allez trouver une autre assez facilement qui applique 35 parce que ça se généralise. Deuxième question de Baby. Peut-on réaliser un prêt immobilier auprès d'une banque classique mais compléter ceci par un prêt accession logement ou un prêt action logement, par exemple un prêt de 40 000 € remboursable sur 10 ans? Oui, tout à fait. Les prêts, ce qu'on appelle les prêts aidés, ce sont des prêts qui se combinent avec des prêts bancaires. En revanche, ça ne se fait pas séparément complètement. La banque va devoir être informée et construire le prêt qu'elle va fournir en fonction du montant, de la durée, des conditions du prêt d'accession qui peut être accessible à l'emprunteur. Et donc, il faut mener les deux en parallèle et bien informer la banque de la présence de cet autre prêt. Ensuite, question d'Adrien. Sur la fiche de paie, quel est le montant retenu par les banques pour appliquer la règle des 35%? Alors, c'est le net avant impôt, donc le net imposable. C'est vrai qu'avec l'introduction du revenu à la source, on a maintenant différents niveaux, plus de niveaux encore qu'avant qui apparaissent sur les bulletins de salaire. C'est bien le net avant impôt, le net imposable qui est pris en compte. C'est aussi d'ailleurs celui qu'on retrouve, le revenu imposable sur l'avis d'imposition.
Maintenant, je vais passer à des questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, une question de Gaël. Les prêteurs, caution crédit logement, posent-ils problème lorsqu'on est en travail partiel du fait du Covid? Très, très bonne question. Alors, effectivement, il y a un impact. Il y a un impact du fait d'être en chômage partiel quand on sollicite un prêt immobilier. C'est pas tout le temps du fait de la caution. Effectivement, ça peut être parfois des banques. Ce qu'on observe, c'est que la majorité des banques vont plutôt être assez méfiantes, ou en tout cas, elles vont faire plus de refus quand on est au chômage partiel dans un secteur qui est considéré à risque, que sont les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'événementiel, du transport. Donc, si on est au chômage partiel dans un de ces secteurs-là, ça peut poser problème. Ce n'est pas le cas de toutes les banques non plus. On a des exemples où nous, on a financé des gens qui étaient dans cette situation-là, et on va avoir quelques banques qui vont nous refuser, et puis on va finir par trouver une acceptation. Donc, ce n'est pas une réponse binaire, mais c'est quand même une difficulté. La question est assez différente quand on a un couple avec une personne au chômage partiel, l'autre qui ne l'est pas. Là, c'est un point positif, mais effectivement, ça a un impact assez significatif. Il faut bien se faire accompagner si on est dans ce cas-là. Ensuite, est-ce que le secteur de travail peut être bloquant pour les banques? Alors, oui. Dans le contexte actuel, c'est une question d'Erwan. Dans le contexte actuel, comme je l'ai dit, il y a des secteurs qui sont considérés à risque pour les banques, et donc ça peut poser des difficultés. Après, si on est dans un secteur qui est considéré à risque par les banques, mais que on n'est pas au chômage partiel et que notre revenu est pérenne, là, en fait, il y a assez peu d'impact et on arrive à financer. Il n'y a pas de secteur qui est blacklisté. C'est quand le chômage partiel se combine avec le secteur où là, ça crée des difficultés, et encore même, on y arrive aussi. Ensuite, une question de Dorothée. Est-ce que les banques sont plus vigilantes vis-à-vis des revenus réguliers ou de l'apport? Alors, c'est les deux, mais autant il va être possible d'emprunter avec peu d'apport, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, même dans certaines conditions, même si c'est plus difficile, sans apport, mais sans revenu régulier, là, c'est très, très compliqué. Si, par exemple, je vais prendre un exemple, si on est freelance avec des revenus très, très irréguliers et avec un historique de revenus qui serait très, très irrégulier et assez court, par exemple 1 an et demi, et très irrégulier, là, c'est compliqué. À l'inverse, si on a un petit apport, mais qu'on a des revenus très stables et une bonne visibilité, là, ça va être possible. Donc, je dirais que la régularité des revenus, c'est plus important encore que l'apport. Ensuite, question de Ludivine. Est-ce que tout le monde peut prétendre avoir un taux d'endettement max de 35%? Alors, il y a grosso modo, oui. L'autre critère qui va être pris en compte et qui peut parfois amener les banques à imposer un taux d'endettement max encore inférieur, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc, c'est un autre paramètre qu'on va regarder. La banque, elle va regarder combien il reste dans le budget familial après avoir remboursé le crédit. Et là, ça va beaucoup dépendre du nombre de personnes dans le foyer. Donc, quelqu'un qui a un foyer qui aurait des revenus faible en regard du nombre de personnes dans le foyer, c'est le cas souvent quand on a des familles nombreuses, et bien là, quand on fait les calculs avec le reste à vivre, on va pouvoir arriver à une situation où la banque va dire bah non, je prête max à max temps, et ça correspond à un taux d'endettement qui est peut-être de 28-29%, donc plus petit que 35%. C'est le seul cas qui peut impliquer une limitation plus basse que 35%. Et à l'inverse, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des emprunteurs qui peuvent prétendre à emprunter à plus que 35%. Et là, on rentre dans la possibilité qu'ont les banques de déroger
pour 20% de leur production maintenant à ces règles de taux d'endettement maximum. Ensuite, question d'Amine. Comment obtenir un taux très bas? Alors, il y a deux choses. Il y a les grilles des banques, donc les tarifs un petit peu de base des banques, et je vais vous dire comment elles fonctionnent. Et ensuite, il y a la négociation. Déjà, dans les tarifs de base des banques, il y a grosso modo 3 facteurs qui rentrent en compte. Les revenus, l'apport et, pas pour toutes les banques, mais parfois l'âge. Les banques, elles sont intéressées un peu plus par acquérir des clients plus jeunes parce qu'elles se disent qu'elles ont un potentiel de développement de l'activité plus long ou en tout cas plus intense avec des jeunes parce qu'ils vont avoir d'autres projets, ils vont peut-être avoir des enfants, ça peut permettre d'ouvrir des comptes, ce genre de choses. Donc l'âge peut être pris en compte. Mais les 2 critères principaux, c'est le revenu et l'apport. Et donc, plus les revenus sont élevés et plus l'apport est élevé, plus il y a de possibilités d'avoir des taux bas. Et donc, pour donner quelques ordres d'idées, les meilleures grilles, grosso modo, sont accessibles pour un foyer avec des revenus très confortables. Les meilleures grilles, ça va être à partir de 80 000 € pour obtenir de revenus pour un foyer. Là, on va commencer à atteindre les meilleures grilles et 20% d'apport. Grosso modo, pour avoir les meilleurs taux. Mais de manière générale, même sur des tranches de revenus bien plus basses et juste l'apport des frais, on est de toute façon dans des taux bas sur le marché en ce moment. Ensuite, une question de Bruno. On parle souvent de 15, 20, 25 ans, mais en affinant la différence à l'année, 13, 14 ans au lieu de 15 ans, 23, 24 ans au lieu de 25 ans, est-elle proportionnelle ou trouve-t-on des différences très intéressantes en faisant varier la durée de plus ou moins 1 an pour un coût total optimisé? Alors, de manière générale, ce qui engendre le coût du crédit, c'est effectivement la durée. La durée de crédit, c'est ça qui va faire que le montant des intérêts en euros au global sur tout le prêt va être important. Ça a un impact très fort. Il n'y a évidemment pas que le taux lui-même. En plus, c'est vrai que pouvoir baisser sa durée, si le taux d'endettement le permet, ça permet parfois de passer dans une grille inférieure. Donc, effectivement, si on n'est pas trop bloqué par le taux d'endettement, alors, au lieu de partir sur 25 ans, partir sur 22 ans, dans certaines banques, déjà, le taux il va être plus bas. Et le fait d'être partir, même avec le même taux, un plan de financement sur 22 ans va coûter significativement moins cher en intérêt cumulé sur toute la durée du prêt qu'un prêt sur 25 ans. Donc évidemment, ça peut être intéressant si le but, c'est de diminuer le coût du crédit. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on est dans une situation où les taux sont très, très bas en général. Et donc, même si on pourrait emprunter sur 21 ans au lieu de 25, par exemple, on peut décider de quand même partir sur 25 ans parce que les coûts du crédit sont de toute façon globalement bas pour nous permettre, par exemple, de faire un autre projet et de ne pas être bloqué par une mensualité un petit peu trop importante sur ce premier crédit et nous permettre de faire un deuxième projet dans quelques années. C'est une option qui est permise en partant sur 25 plutôt que sur 21. Tout dépend des priorités et des projets de chacun. Ensuite, une question de Sam. Pourquoi la finançabilité des résidences locatives a baissé plus que d'autres types de résidences? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que le HCSF, donc le régulateur français, dans ses recommandations, a imposé quelque chose sur le mode de calcul de l'endettement et notamment a annulé la possibilité de faire un calcul qu'on appelait l'endettement différentiel, qui permettait grosso modo de refléter l'idée dans le calcul de l'endettement que
la mensualité paye le crédit. Et donc, si la mensualité paye le crédit, eh bien, c'est neutre dans le budget du foyer. Et donc, ça permettait de faire passer très facilement les projets. Maintenant, on fait un calcul standard, c'est-à-dire pour un investissement locatif, on fait le même calcul que pour les autres types de projets. Et donc, on compte les revenus locatifs avec les revenus, les charges du prêt pour le locatif avec les charges, et on fait le ratio. Et ça fait un endettement qui est moins favorable. Et donc, ça permet de moins faire passer des projets, surtout quand on en a plusieurs. La deuxième raison, c'est que les banques préfèrent en général financer des résidences principales. Et la raison est assez simple, c'est que quand la résidence principale, c'est un projet qui est plus personnel, et donc elles se disent, et elles l'observent par l'expérience, que quand elle finance un foyer pour sa résidence principale, elle va créer un lien plus fort et elle va pouvoir développer derrière son activité et pouvoir proposer des placements, ce genre de choses. C'est ça la logique d'une banque. Et donc, finalement, l'investissement locatif, c'est bien, mais ça permet moins d'atteindre cet objectif-là. Et donc, dans un contexte comme 2020, où parfois elles ont été sous tension, notamment pendant le premier confinement, avec la fermeture des écoles, elles étaient en manque de personnel, eh bien, elles se sont focalisées sur les résidences principales, et les résidences locatives, c'était très, très, très difficile à faire passer. Donc là, c'est assez différent. Là, ça s'est pas mal normalisé actuellement, mais on en revient quand même à la problématique du mode de calcul de l'endettement. C'est toujours un petit peu plus compliqué que ça a pu l'être il y a 18 mois. Ensuite, je passe à une question de Patrice, et ça va être peut-être l'avant-dernière question parce qu'on atteint l'heure. Serait-il possible d'avoir des informations concernant les assurances emprunteurs qui augmentent considérablement le coût total du projet, surtout quand on approche les 60 ans et avec des antécédents médicaux? Alors, des informations, ça peut aller un petit peu dans tous les sens. Ce qui est clair, c'est que une assurance emprunteur, son tarif, effectivement, varie énormément en fonction des situations et en particulier augmente très très fortement avec l'âge qui avance. Et ça va être le cas pour tous les assureurs. Et donc, la seule manière de faire, c'est de bien comparer, et c'est possible quand même de faire jouer la concurrence entre les assureurs, mais c'est un peu une constante dans ce marché-là. Une assurance emprunteur, elle va de toute façon être très très chère, plus l'âge avance, et en particulier s'il y a des antécédents médicaux. Ce qu'il est possible de faire en fonction de la situation, ça dépend du montant d'apport, ça dépend du patrimoine par ailleurs qui existe. Il est possible, surtout quand on a des antécédents médicaux, de diminuer un petit peu le niveau des garanties, de négocier avec la banque le fait que, vu que l'assurance est chère, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur le fait qu'on peut être moins couvert, mais qu'on puisse quand même réaliser le projet. C'est des choses qui peuvent se négocier avec les banques. Je prends une dernière question. Question de Nadège. Le taux d'endettement a augmenté, ok, mais cela réduit le reste à vivre. Et dans les années qui viennent après le Covid, on va sûrement être taxé de partout. Je trouve que c'est très risqué. Pourquoi ce critère a été relâché si cela va être difficile à tenir pour les familles dans le futur? Alors, c'est une très bonne question. C'est souvent avec un autre angle qu'on réfléchit à ce sujet-là. La réponse, de toute façon, c'est que une banque va apprécier de toute façon le risque au cas par cas. C'est-à-dire, même à 35%, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du reste à vivre, même à 35%, si la banque et le banquier, il a une expérience très forte sur les situations de vie qui peuvent rendre le remboursement d'un emprunt compliqué, s'il y a un risque dans le futur, parce que le niveau de revenu il est quand même faible, même si le taux d'endettement est OK, il refusera le crédit. Et c'est à chacun aussi d'anticiper et de choisir si c'est la bonne chose de s'endetter. Là, on peut déjà se féliciter. En France, on a quand même un secteur bancaire qui est très responsable. Même avant les règles sur le HCSF,
les banques sont globalement assez prudentes en matière de crédit immobilier. Les taux de défaut comparés à d'autres pays, c'est-à-dire les cas où les clients peuvent plus rembourser, ils existent évidemment, mais les taux de défaut au global sont quand même très faibles. Donc, on a des banques qui sont responsables, qui font bien leur métier d'études individualisées du risque. Et maintenant, on a en plus une réglementation qui vient mettre une limite d'endettement. Donc, nous, de notre point de vue, on est quand même dans un contexte qui est assez protecteur de l'emprunteur. Néanmoins, il faut évidemment faire attention. Souscrire un crédit, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, évidemment, il faut prendre en compte la perception que chacun peut avoir du risque lié à ce genre de projet. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. On vous invitera à de prochains événements de ce type-là. On en organise régulièrement. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.